Avec Nikola Karabatic, c'est toujours pareil. Quand on présente ce monument du handball, on commence par dérouler son palmarès, XXL. 3 titres olympiques, 4 championnats du monde, 3 trophées de meilleur joueur de la planète et tout un tas de couronnes nationales. À Sportel Awards, le jeune retraité de 40 ans est reparti avec un autre trophée, le prix de la légende. Alors, de bon matin, on lui a demandé ce que ce mot signifiait à ses yeux, légende. Et aussi ce que ça faisait de savoir que des gamins qui avaient grandi avec un poster de lui dans leur chambre sont ensuite devenus des coéquipiers. On a aussi senti qu'après tant d'années à avoir joué le gladiateur, la machine de guerre haïssant la défaite, Nikola Karabatic était prêt à donner autre chose. À transmettre son expérience hors norme, à jeter un regard plus précis sur les secrets de sa réussite et à mieux décortiquer la dimension mentale. On l'a dit, on le répétera encore, cet homme-là est une légende. Ce n'est pas pour autant qu'il se repose uniquement sur ce statut très particulier. De plus en plus attiré par le développement personnel et la psychologie, il a bien envie de se réinventer à l'aube d'une nouvelle vie. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Sportel Awards. Encore une fois, un prix pour toi, le trophée de la légende. Ce mot légende, il t'évoque quoi ? C'est un mot assez impressionnant quand même. J'essaie de pas trop... Voilà, pendant toute ma carrière, je l'ai entendu aussi. J'étais en activité, donc j'essaie de pas laisser ce mot trop me rentrer en tête. Pour pas me prendre pour un autre et aussi pour pas me retourner sur tout ce que j'avais fait et regarder vers l'avant. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça, en minimisant un petit peu ce que je faisais pour aller puiser des ressources pour toujours me dépasser. Et maintenant que j'ai arrêté, je peux un petit peu plus me retourner sur ma carrière, sur mon palmarès. C'est vrai que le mot légende est assez impressionnant quand je vois recevoir un tel prix, être au milieu d'autres sportifs tels qu'Alain Prost, Didier Deschamps, Katarina Witt, c'est assez impressionnant et je me rends compte que j'ai marqué pas que l'histoire du handball français mais aussi du sport français et c'est quand même une petite fierté, donc je m'autorise ce petit kiff, ce petit ego boost de me dire je suis avec eux, et c'est dans génial, et je suis dans le club mais je le prends toujours un peu avec des pincettes parce que ça peut être un peu dangereux de se prendre pour un autre. Et puis pendant ta carrière, il y avait aussi cette gestion du collectif, le fait d'être très exposé, d'être plusieurs fois élu meilleur joueur du monde, donc d'avoir cette récompense individuelle dans un sport très collectif. Est-ce que des fois tu te sentais pas obligé, mais dans une position où justement tu reculais de toi-même un petit peu du rang ? Oui, comme tu l'as dit, je fais du sport collectif et la réussite d'une équipe, bien sûr, elle passe à travers des réussites individuelles. Et pendant très longtemps, ça a été ma manière d'être un leader dans mon équipe, par l'exemple, par ce que je faisais sur le terrain, mes performances individuelles qui tiraient vers l'équipe vers le haut. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres moyens et d'autres manières d'inspirer, d'aider mes équipes, mes coéquipiers et d'être à leur côté, d'avoir ce côté aussi un peu grand frère, transmission. Donc oui, j'ai dû prendre aussi, comme je prenais beaucoup de lumière, d'attention médiatique, j'ai dû aussi faire un petit peu attention avec tout ça, avec les caméras, les interviews, pour ne pas écraser mes coéquipiers qui étaient autour de moi et qui étaient aussi super bons et qui avaient autant d'importance dans l'équipe que moi à travers leurs performances pour ne pas donner l'impression que je suis là et que je veux récolter tous les lauriers, toute la gloire. C'était pas ça mon cheminement et mon but. Et donc j'ai dû apprendre à aussi prendre un petit peu de recul, à ne pas toujours être sur le devant de la scène, à partager aussi un peu cette attention médiatique. Et c'est vrai que c'est des équilibres qui sont un peu fragiles dans des sports co et il faut toujours faire attention à ça. Puis cette lumière, elle est à double tranchant quand tu étais dans des périodes plus compliquées, que ce soit sur le terrain ou pour des affaires extra-sportives. Tu vois aussi que finalement il n'y a pas de statut qui te protège de la critique, des moqueries, de choses qui traînent encore un peu comme ça. Comment on vit avec cette dualité là entre l'admiration et les gens qui veulent juste se défouler un peu, quoi? Oui, c'est ça qui est génial dans le sport de très très haut niveau, c'est qu'on apprend très vite qu'on peut être un jour champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, meilleur joueur au monde, et le jour d'après plus rien pour X ou Y raison, parce qu'on a perdu, parce que y a eu d'autres actualités, et donc c'est pas mal, ça t'apprend beaucoup sur la vie, ce côté impermanence. Je l'ai appris aussi dans ma vie de tous les jours, avec
un coup tu perds des membres de ta famille très importants, et tu te rends compte de ce qu'est vraiment la vie, et de la résilience aussi, et que la vie avance toujours, et qu'il faut toujours regarder vers l'avant et être positif. Et donc le sport t'apprend ça très vite. Enfin, si tu es assez ouvert d'esprit et que tu prends un petit peu de recul, tu apprends très vite, et je pense que ce sont des grandes leçons à transmettre, et pour moi aujourd'hui ça m'a par exemple aidé à faire le passage dans ma vie d'après. Donc oui, il y a une vraie impermanence dans la vie, dans le sport encore plus. On passe d'un jour à l'autre à des émotions, à des ascenseurs émotionnels très forts, et il faut apprendre de ça parce que ce sont des vraies leçons. Et puis je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand nous, spectateurs, on est face à des sportifs, des fois on oublie une mouche qui passe. On oublie leur vrai âge en fait. On les pense toujours plus vieux, plus matures. Voilà, la caméra, ça donne aussi ce côté un peu plus grand. Est-ce qu'on oublie des fois aussi que les gens ont besoin de se développer en tant qu'homme, en tant que femme? Oui, et bien sûr, on oublie très vite que les sportifs, les sportives sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Ils sont juste hyper brillants, hyper performants dans un domaine. Enfin, juste, c'est quelque chose d'énorme, et donc ça suscite de l'admiration, des vocations, tout un côté positif, mais on reste des êtres humains avec nos problématiques individuelles. Aucun d'entre nous n'est parfait en ce bas monde, et c'est vrai qu'on a tendance à nous idéaliser, mais on est des êtres humains comme tout le monde, avec nos problématiques, nos problèmes de vie perso, de vie familiale. Mais c'est vrai qu'on est très exposé, on s'attend à ce qu'on soit toujours parfait, qu'on ait toujours la bonne réplique, le bon mot, qu'on soit intelligent, beau, qu'on sache parler avec tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un point en plus, mais non, on reste des êtres humains, et je trouve ça aussi intéressant et passionnant, et je pense qu'aujourd'hui commence à y avoir accès, parce que aujourd'hui les athlètes ont aussi le droit de montrer leur vulnérabilité, leurs problèmes mentaux. On en parle beaucoup de nos jours. On l'a vu avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques, avec tous les athlètes qui ont gagné, mais aussi ceux qui ont perdu, qui ont eu des dépressions après, qui ont parlé de leurs difficultés. Donc je trouve que c'est intéressant, voilà, de un peu désacraliser ce côté-là de l'athlète de haut niveau. Toi, tu as toujours vu comme un gagnant. Il n'y a que ce mot-là, et c'est quand même plutôt la réalité, mais est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu t'es senti beaucoup plus fragile, et est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu as fait des choses pour remédier à ça? Ouais, moi je me suis toujours enorgueilli d'être un gagnant, de ne pas perdre, de toujours gagner. J'ai eu la chance très tôt d'atteindre tous mes rêves, de gagner très vite, de jouer en pro à 17 ans, 18 ans de rentrer en équipe de France, à 22 ans d'avoir déjà tout gagné, d'être meilleur joueur au monde. Donc j'ai très vite eu ce rapport à la victoire, où je pensais que je me définissais que par la victoire, et que j'avais besoin de la victoire pour m'affirmer. Et c'est vrai que c'est un moteur très puissant qui m'a amené très loin, mais je me suis rendu compte que la vie c'est pas ça, c'est pas que ça, et qu'il faut apprendre aussi l'échec, la défaite. Donc quand j'étais petit, les premières défaites, il n'y en avait pas beaucoup, mais elles étaient dévastatrices, pardon. Et plus grand, quand je grandissais, quand je me suis affronté au monde pro, j'ai bien évidemment beaucoup plus gagné que perdu, mais les quelques fois où j'ai perdu des titres, pareil, ça a été très dur à vivre. Encore plus quand, si j'étais pas bon sur le terrain, j'avais la sensation d'avoir tout le poids de la défaite sur mes épaules. Donc on se met dans des états mentaux assez difficiles en tant que sportif de haut niveau, mais et quelque part on se forge un mental en acier à toute épreuve pour aller à travers toutes les épreuves, toutes les crises qui peuvent survenir sur le terrain et en dehors, toujours de l'avant. Mais c'est pas facile, et c'est pas à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui on a des aides, c'est beaucoup plus répandu, il y a des préparateurs mentaux, il y a des psychologues. Le thème de la santé mentale est plus un tabou comme ça l'était avant, et les sportifs et les sportives acceptent d'en parler aussi. Donc je pense que c'est important, parce que c'est un sujet, on l'a vu, elle a été décrétée cause nationale aussi, la santé mentale, et pas que pour les athlètes, on a vu aussi beaucoup de jeunes, d'ados qui souffrent. Donc je pense que c'est un thème assez intéressant. Et alors là, ce podcast, il s'appelle ADN de champion. Est-ce que toi, là, d'après ce que tu me dis, la gagne, c'était presque inné? Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer comment ça s'est construit, ce goût de la victoire, ou peut-être cette haine de la défaite? Je sais pas ce qui prend le pas. Ouais, les deux sont... Généralement, c'est d'abord le goût de la victoire, puis après,
quand on s'habitue à la victoire, on veut plus descendre de son podium, et ça devient la haine de la défaite. Et ce sont deux moteurs différents mais très puissants. D'où ça me vient, je sais pas, de quelque part de mon enfance. Je suis persuadé que tout vient de notre enfance et qu'on a tous eu des événements. Je crois que les psychologues parlent de traumas aussi, qui peuvent paraître anodins quand on est petit, mais qui peuvent être très puissants. Donc moi, je pense que c'est lié aussi à ma famille, à la volonté de rendre fiers mes parents, mon père qui a été mon modèle. Donc j'ai dû peut-être petit me dire inconsciemment, je le rendrai fier que si je le dépasse sur le terrain et que j'atteins ce but qui est au fond de moi et cette vocation d'être le meilleur handballeur du monde. Donc ça a été un moteur très puissant qui m'a guidé pendant toute ma carrière et qui m'a poussé très très loin à toujours rechercher l'excellence, le dépassement de soi, aller le plus loin possible, à vouloir être le meilleur dans tout ce que je faisais. Donc je sais pas si c'est inné, si ça s'acquiert, si ça s'apprend. J'ai eu la chance pendant toute ma carrière d'avoir mes parents à mes côtés qui m'ont donné une base très stable, qui m'ont transmis des valeurs très importantes comme le respect, l'entraînement, le travail, le don de soi. Et j'ai eu aussi cet accompagnement de mes parents et de mon père qui était un ancien handballeur et qui a pu me guider à travers toutes les étapes du sportif professionnel. Donc ça, c'était aussi riche. Et voilà, je me suis aperçu aussi avec ma carrière que ça s'est pas construit tout seul. J'avais des coéquipiers autour de moi, des entraîneurs, des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont guidé, et qu'on n'atteint jamais tout seul le sommet. Et ce moment où tu as senti, où ça s'est matérialisé, que tu avais dépassé le statut de ton papa, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que ça doit être très particulier finalement. Non, comme je disais, c'est quelque chose d'inconscient, je pense. Et donc j'avais pas du tout conscience de ça quand j'étais en plein dans ma carrière et encore plus jeune. Je m'en suis rendu compte que maintenant, après plus de 20 ans, à quasiment 40 ans, quand il y a un petit peu de sagesse qui commence à rentrer en soi, mais sur le coup, quand j'étais jeune, je me rendais pas compte de ça. Je fonçais, je me posais pas trop de questions, et puis je pense que c'était aussi la bonne manière d'évoluer, de pas trop se poser de questions, de faire, d'être actif, d'apprendre en faisant, mais de pas trop cogiter. Aujourd'hui, je peux cogiter parce que j'ai le temps, je suis plus sur le terrain et que maintenant c'est aussi un peu mon rôle, de transmettre, d'avoir un œil extérieur sur ce que j'ai fait. Mais pendant ma carrière, non, je cogitais pas trop, je faisais, j'allais de l'avant et c'est aussi la bonne manière de procéder. Mais alors là, visiblement, tu lis beaucoup. On va parler de bande dessinée, de choses comme ça, de projets qui te concernent. Et il y a aussi une dimension de développement personnel qui a l'air de t'intéresser. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans et qu'est-ce qui t'a marqué dans ces lectures? Alors, ce que je vais chercher là-dedans, c'est toujours un peu d'une autre manière, mais en tant que sportif, j'ai toujours cherché à me dépasser, à toujours progresser, à jamais rien prendre pour acquis. Et c'est un petit peu pareil au niveau de ma vie perso, d'essayer de toujours progresser en tant qu'être humain, de comprendre des choses, comment fonctionne la vie, comment moi je fonctionne d'abord avant de commencer à comprendre comment fonctionne l'extérieur, comment moi mon corps fonctionne. Donc j'ai toujours eu un rapport en tant que sportif, athlète, on a toujours un rapport particulier à son corps, parce que c'est notre outil de travail, comment en prendre soin, comment il fonctionne, comment il réagit, les blessures, la récupération, tous ces thèmes qui sont hyper importants en tant que sportif. Puis plus tard, j'ai commencé à prendre conscience que le mental, c'était aussi un outil et qu'on pouvait avoir un impact sur notre mental et que c'était pas, qu'il pouvait jouer contre nous aussi si on savait pas comment entre guillemets le maîtriser. Donc ça je m'en suis rendu compte et j'ai toujours eu un mental très très fort. Et vers la fin de ma carrière, pareil, en ayant des enfants, en ayant une ou deux blessures un peu plus importantes qui m'ont forcé à avoir des coupures, à réfléchir, à me poser un peu plus, à comprendre qu'il y a d'autres dimensions dans la vie. Je me suis mis aussi j'ai eu une commotion qui m'a tenu éloigné pendant 1 mois des terrains, qui m'a forcé à aller chercher d'autres ressources dans le développement personnel, dans la méditation, dans la marche en forêt, à me rapprocher un peu plus aussi de la nature et de voir les bienfaits que ça avait sur moi et sur mon état à ce moment-là qui était qui m'avait beaucoup inquiété. Et donc donc j'ai essayé à chercher à lire, à comprendre aussi certaines choses dans la psychologie, dans le développement personnel et j'ai trouvé ça très très intéressant et aujourd'hui je m'en sers et j'apprends aussi à couper le flot de pensées incessants qu'on a et qu'on se met tout seul en tête et à être plus serein et plus efficace vis-à-vis de tout ça et d'avoir un autre œil sur moi-même et je trouve ça assez intéressant.
Donc là, tu parlais de ce corps, outil de travail, machine de haute performance et à la fois machine toujours un petit peu cabossée. Tu avais dit dans une interview qu'il fallait apprendre à gérer la douleur, que c'était un élément indispensable de la carrière d'un athlète de haut niveau. C'est quand même assez particulier de se dire que vous êtes beaucoup plus préparé que nous, qu'il y a cette dimension athlétique énorme, mais en fait, vous êtes toujours un peu pas à 100%, quoi. Un peu abîmé, un peu en lutte, quoi. Oui, on est toujours sur la corde raide. On joue tous les 3 jours. On est exposé à des rythmes de match très très élevés dans un sport, le handball, qui est un sport de contact, très physique. Donc on est toujours à la limite à essayer de pousser son corps dans ses retranchements. Donc j'ai eu beaucoup de petites blessures pendant ma carrière. Les grosses sont arrivées plus à la fin. Et donc j'ai beaucoup appris sur les limites de mon corps, les blessures, la douleur aussi, le rapport à la douleur, comprendre que la douleur, c'est un signal que son corps nous envoie, qui veut nous dire quelque chose. Jusqu'où on peut jouer avec la douleur. Je me suis aussi rendu compte que les jours de match, il y avait l'adrénaline qui te poussait à oublier ses douleurs, à jouer et à pouvoir jouer avec des matchs où 5 minutes avant le match, on se dit je vais pas pouvoir jouer tellement j'ai mal, et en fait tu commences et tu arrives et tu oublies. Donc tu comprends tout un tas de choses sur ton corps et c'est un vrai outil de travail. Et donc quand tu es sportif de très très haut niveau, tu apprends à le pousser jusqu'au bout, à la limite, à connaître ses signaux, à prendre soin aussi de ton corps, et je pense que c'est assez intéressant. Mais est-ce que là, maintenant que tu t'es posé un petit peu, ça t'est arrivé de te dire peut-être que cette fois, en vrai, si c'était à refaire, je le referais pas parce que je me suis mis en danger, vraiment. Tu parlais de commotion, Ouais. Il y a une grosse évolution, mais peut-être qu'au début de ta carrière, c'était pas considéré du tout de la même manière. Voilà, est-ce que tu as senti ce point, ou peut-être que tu es allé encore plus loin que ce que tu aurais dû? Je pense que tout un tas de fois, je suis allé, mais pas le seul. Nous tous, on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on aurait dû. Mais en même temps, à ce moment-là, si on m'avait posé la question, je t'aurais dit je joue sur le terrain jusqu'à ma mort. Il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, que j'ai une famille et que j'ai pris un peu conscience de beaucoup plus de choses, je te dirais, mais non, jamais de la vie, je refais ça. Mais c'est comme ça a été un apprentissage. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais aujourd'hui, je comprends que on peut pas faire non plus n'importe quoi, et que ça peut avoir des séquelles, et qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait et à nos corps, et à quelle manière on se jette dans nos pratiques. Mais j'ai aussi la chance d'avoir toujours été très bien suivi avec des staffs médicaux hyper compétents et qui me rassuraient et qui m'ont aussi beaucoup appris sur mon corps, sur les douleurs, sur les blessures. Donc j'ai plutôt été bien accompagné à ce niveau-là. Parce que la première grosse blessure, donc rupture des ligaments croisés, elle arrive à 36 ans. C'est grave, c'est très grave, mais c'est très tard aussi. Ouais. Donc ton corps, il t'a bien soutenu pendant tout ce temps-là et tu l'as préservé. Est-ce que sur la dernière partie, la dernière ligne droite, il y a eu des moments où toi, tu as su aussi, à tous les niveaux, comprendre que c'était plus le même Nicolas et qu'il fallait l'accepter, même si on est au JO, et prendre soi-même la décision de peut-être pas pousser pour être aligné en titulaire, des choses comme ça? Oui. Tu apprends, tu évolues tout le temps. C'est aussi chose que j'ai apprise durant ma carrière, qu'on change constamment, et qu'aujourd'hui je suis pas du tout le même qu'il y a 20 ans, et que même il y a 5 ans, et que bien sûr, pour durer dans mon sport, j'ai dû m'adapter, j'ai dû aussi adapter mon rôle, et que à 40 ans, je faisais pas les mêmes choses qu'à 37 ans, à 36 ans, que mon rôle était différent, et que je devais adapter aussi mon jeu pour aider l'équipe, et pour être peut-être plus à l'appui dans un rôle de passeur, de créateur, et peut-être un peu moins de finisseur. Ça dépendait aussi selon les matchs, et donc d'accepter tout ça, d'accepter aussi de mettre mon ego de côté quand j'avais pas à jouer 1 heure comme je le faisais avant, d'avoir un peu moins de temps de jeu, mais d'être au service de l'équipe. Et donc oui, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, et de toute façon, si on veut jouer le plus longtemps possible, il faut savoir se mettre au service de mon équipe, et là-dessus il y avait pas de problème, parce que j'avais su aussi mettre un peu de distance par rapport à mon ego. Et alors que ce soit le staff, les joueurs eux-mêmes, ils étaient tous convaincus que ta présence dans le groupe, ne serait-ce que ta présence, changeait quelque chose.
Est-ce que toi, il y a eu ce moment où tu as compris que bah oui, ce mec très fort qui était avec toi, il avait aussi le poster de toi quand il était gamin dans sa chambre, comme toi tu pouvais avoir celui de Jackson Richardson par exemple? Oui, je m'en suis rendu compte. J'en avais un petit peu conscience pendant ma carrière, mais j'essayais de pas trop m'apesantir là-dessus, parce que ça peut être assez impressionnant de se rendre compte de ça. Mais en fin de carrière, quand j'ai commencé à jouer avec des jeunes que j'ai vu naître, j'ai joué avec Charles Bolzinger, gardien de l'équipe de France et de Montpellier, que j'ai vu vraiment naître, que j'ai eu dans mes bras quand j'étais petit. Mon papa, c'était son parrain, donc là ça met un petit coup et ça force un peu à s'arrêter, à prendre un peu de recul. Donc je me suis rendu compte que je jouais avec des joueurs qui m'avaient en poster dans leur chambre et que mon comportement vis-à-vis d'eux, ce que je leur disais avait un vrai impact profond, et que je pouvais tout aussi bien, soit si j'en prenais pas conscience et que je me comportais mal, les mettre au fond du trou, ou alors les sortir et les aider et les aider à se surpasser encore en leur donnant confiance à travers ce que je faisais sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc j'en ai eu conscience à la fin, et j'ai trouvé ça assez fou d'avoir entre guillemets ce pouvoir-là. Donc là, la transmission sportive pour l'instant, elle se fera plus. Voilà, tu as pris cette retraite, tu as pris cette décision de t'éloigner aussi un petit peu des terrains pour souffler, pour vivre des choses. Mais la transmission en général, ça a l'air d'être quelque chose qui te poursuit, qui te fait envie. Là, comment ça va se matérialiser prochainement, on va dire? Prochainement, là, ça se matérialise avec un livre et une bande dessinée qu'on a réalisé avec mon frère, avec des auteurs, et je les salue pour leur travail, parce qu'on s'est mis un petit challenge en 10 mois de sortir et un beau livre sur le handball et une bande dessinée qui retrace un petit peu notre vie et notre carrière, et de pouvoir à travers aussi d'autres supports et vecteurs transmettre. Et je me suis aperçu aussi que quand j'étais petit, je lisais beaucoup, et que tout ce que je lisais, regardais à la télé, m'impactait et me motivait et à poursuivre mon rêve et ma carrière. Et donc c'est cette manière de transmettre à différents niveaux. Je me suis rendu compte que transmettre et inspirer, c'était pas que sur le terrain ce que je faisais, c'était aussi dans mes paroles, parfois des échanges anodins avec des enfants, avec des adultes. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un pouvoir d'inspiration aussi dans le monde de l'entreprise, et que de par mon palmarès, j'avais une oreille attentive, les gens m'écoutaient. Plutôt. C'est ce que me disait un ex-coéquipier à moi, collègue de bannière olympique, Fabien Gillot, nageur médaillé olympique, qui me disait quand tu as ce palmarès, les gens t'écoutent pendant 15 minutes. Mais tu as 15 minutes pour montrer que ce que tu racontes, que c'est sérieux et que tu maîtrises ton sujet. Et donc c'est un petit peu ça, j'essaie d'être pertinent dans ce que je raconte, et à travers mes mots, j'ai découvert aussi le pouvoir des mots, à travers mes mots, d'être juste et d'avoir un regard juste et de transmettre. Donc ça, c'est intéressant. Il y a ce moment aussi où les décideurs, tout ça, les gros chefs d'entreprise, ils sont vraiment attirés par les sportifs de haut niveau. Par cette démarche aussi, il y avait Claude Onesta, donc ton ancien sélectionneur, ici nous avait dit, tu connais le côté, bien sûr. faconde du personnage, il disait à ses dirigeants, en fait, là, vous m'invitez, vous me payez bien, mais ça, j'aurais pu vous le dire gratuitement il y a 15 ans, parce que c'était la même démarche. Cette parole, on parle pas de la partie financière, mais elle a cette valeur parce que même pour ces gens, vous avez atteint des sphères qu'ils connaissent pas. Oui, on a atteint le sommet mondial dans une discipline. C'était le sport, c'était le handball, mais on a atteint et collectivement et pour ma part individuellement le sommet. Il n'y a pas plus haut en fait dans mon sport, et donc quand tu atteins ces sommets-là, soit tu restes englué dans ton sommet, soit tu prends un peu de hauteur et tu apprends de tout ce parcours et de cette aventure, et derrière tu peux le retransmettre, et surtout en discutant, en faisant des interventions d'entreprise, en discutant avec des chefs d'entreprise, des CEO de start-up, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques qui étaient communes au sport, au monde du sport et au monde de l'entreprise, surtout dans le sport co, où on aborde beaucoup de thèmes de management, de transmission, de gestion humaine entre managers, et qui se
et qu'il y a des parallèles évidents avec le monde de l'entreprise, avec les managers qui ont où il y a toujours une strate, tu as toujours une personne qui a sous elle quelques personnes à qui elle doit transmettre, gérer les émotions, gérer les égos. Et je me suis aussi aperçu qu'il y a tout le côté mental que des fondateurs de start-up, des chefs d'entreprise subissent, une pression qui est énorme, pression de résultats, cette pression aussi de tous les jours être au top, de savoir gérer son mental, gérer son corps, parce qu'on est au sommet et que ce qu'on fait, notre corps, notre mental a un impact sur tout un tas de personnes qui sont au-dessous de nous et qui dépendent de nous. Donc comment gérer ce mental, comment gérer notre corps, comment gérer ce stress qui est inhérent à la profession, comment apprendre à faire des coupures, des pauses pour pouvoir durer le plus longtemps possible dans ce qu'on fait. Donc je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de thèmes parallèles et je trouve ça très passionnant. Et alors je sais pas si tu es d'accord avec ça, le joueur Nicolas Karabatic, si on aimait le handball ou qu'on accrochait pendant les JO, on le connaît par cœur. L'homme finalement, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de portes à ouvrir. Est-ce que tu nous as pas caché des choses, mais est-ce qu'on va pouvoir connaître un peu mieux ce grand gaillard là? Écoute, je sais pas. Moi, j'essaye de. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis, comme je le disais, pas le même qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à transmettre, à échanger, à être très ouvert sur ce que j'ai fait. Avant, j'étais plutôt dans l'esprit, je vais pas livrer mes secrets. C'est aussi mon pouvoir et c'est là-dessus que je bâtis ma carrière et que j'atteins mes sommets. Aujourd'hui, ça me plaît aussi de partager, d'avoir ces moments d'échange, ces expériences différentes. Il y a quelques semaines, je chantais devant 15 000 personnes pour les 40 ans de Bercy avec Taratata et j'ai trouvé ça fou. Chanté, j'ai pas vu ça. On a allumé le feu avec Pascal Obispo que je salue, qui venait très souvent nous voir au Paris Saint-Germain parce qu'il était très pote avec Jean-Claude Blanc, notre ancien président. Et donc heureusement qu'il était là parce qu'il m'a pas mal rassuré. Mais voilà, je vis des expériences je vis des expériences. J'apprends aussi de lâcher prise et c'était génial. Et donc ouais, j'essaie de me livrer un peu plus, d'être moins renfermé sur moi-même et d'essayer de montrer à tout le monde que je suis quelqu'un de normal qui a aussi un recul sur ce qu'il fait et d'essayer, comme on le disait, de partager. On va finir avec un mot. Si je te dis apaisé maintenant, est-ce que ça te correspond totalement? Totalement, oui. Apaisé, serein. Ouais, totalement. On finit comme ça? Très bien, ça me va très bien. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir.